Salut les geeks, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis bien accompagné puisque ça y est, ma nouvelle config est montée et on va parler dans cette vidéo et je peux vous dire que ça envoie du très lourd. Alors pour ceux qui me suivent sur la chaîne, vous savez de quoi il s'agit. Je vous ai fait pas mal de vidéos concernant les pièces qui équipent cette nouvelle config. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, je vous mettrai le lien de la précédente vidéo et des autres vidéos que j'ai fait concernant cette config en description. Donc pour info, j'ai monté une config à base de ce processeur. Donc c'est le dernier processeur de chez AMD, le Ryzen 7 9800 X3D, et c'est un processeur qui est orienté gaming. L'idée pour moi, c'était de monter une config la plus performante possible à des prix plus ou moins acceptables pour jouer et également qui serait également efficace pour tout ce qui va être applicatif. Alors ma précédente configuration c'était de l'AMD aussi, mais c'était du 3900X, c'était un petit peu vieillissant et je voyais qu'en jeu je commençais à être limite au niveau du processeur et j'ai une 4080, j'ai une RTX 4080 et là je voyais bien effectivement qu'il y avait un goulot d'étranglement. Donc en gros la carte graphique était un petit peu surdimensionnée par rapport à ma config et du coup ce processeur va exploiter tout le potentiel de ma carte graphique et ça c'est ce qu'on va découvrir dans les benches que je vous ai préparés dans la seconde partie de cette vidéo. Alors concernant la première partie, je vous ai fait tout le montage en vidéo, comme ça vous pouvez, si jamais vous savez pas forcément monter un PC, vous inspirer de cette vidéo, voir un petit peu comment ça se passe au niveau du montage. Alors je suis pas un pro du montage PC, je vous mettrai d'ailleurs en fin de vidéo quelques conseils par rapport à des difficultés que j'ai eues lors du montage de cette configuration. J'ai généralement l'habitude de monter des PC, mais c'est vrai qu'il y a des petites subtilités parfois qui peuvent vous faire bloquer ou qui peuvent faire en sorte que il y a des choses qui fonctionnent pas correctement dès le départ et peut-être qu'au moins ça vous évitera de perdre du temps. Et je vous fais un chapitrage comme ça, si jamais cette partie vous intéresse pas, qui sera un petit peu longue, vous pourrez passer directement à la partie benchmark, à la partie résultat. Alors entre les deux parties, bien sûr, je vous montrerai le PC totalement monté, donc voir un petit peu ce que ça donne visuellement. Alors franchement, je suis vraiment content du boîtier. J'étais un petit peu sceptique lors de ma précédente vidéo, mais là, après montage, franchement, il est très très bien et j'en suis très content. Alors toutes les pièces que j'ai prises, la plupart en tout cas, sont des modèles RGB. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une configuration vraiment stylée et je suis très content aussi de ce côté-là. Donc je vous montrerai bien sûr le PC allumé avec tous les effets lumineux et franchement, ça en jette vraiment bien parce que là, ici, en fait, devant et sur le côté, c'est des panneaux en verre trempé et du coup on voit la config ressortir et ceux qui aiment un petit peu les PC stylés, ça vous permettra aussi de voir ce que ça donne ce genre de boîtier avec toute la config RGB qui va bien. Avant de s'attaquer au montage, petit moment promo sur la chaîne. Si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard ou que vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous rendre sur celle-ci. Il y a plein de vidéos cool à découvrir. Je vous mets comme ça les vidéos que je propose sur ma chaîne en défilement, comme ça vous donne un petit peu une idée de ce que je propose comme type de vidéo. Je fais pas seulement que des tests produits ou des montages d'ordinateur, je fais aussi beaucoup de vidéos sur des tutoriels, sur des logiciels, sur des systèmes d'exploitation comme Windows ou Linux. Je fais des trucs et astuces, on parle jeux vidéo, on parle cinéma. Bref, ici sur cette chaîne, j'essaye de vous parler de tous les sujets qui me passionnent, tous les sujets sur lesquels j'ai de l'expérience ou des connaissances que je pourrais vous partager. Et si ce genre de vidéo ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. On est bientôt 18 000 sur la chaîne, le compteur il commence vraiment à chauffer autour des 18 000, donc ça me ferait vraiment plaisir de vous compter parmi nous. L'idée c'est de créer une grosse communauté, donc si jamais ce genre de vidéo ça vous plaît, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous cliquez sur « Je m'abonne ». Également, pour ceux qui sont pas au courant, je suis développeur et j'ai développé le site qui est associé à la chaîne qui s'appelle larevuegeek.com. Donc sur ce site, je l'anime également par mes soins et vous y trouverez des articles d'actualité sur des sujets vraiment variés autour de l'univers des geeks, toujours pareil. Vous trouverez également des trucs et astuces que vous trouverez pas sur la chaîne, des trucs vraiment spécifiques sur format écrit, sur des trucs parfois lorsque je développe, j'ai des petites difficultés, je fais des recherches et je vous poste directement ça sur le site. Il y a également des bons plans sur des produits que je trouve intéressants que je vous partage également sur le site et vous avez également tout le flux des vidéos de la chaîne directement rassemblé sur le site, donc ça c'est vraiment pratique. Également j'ai développé deux applications, une sur Android et une sur iOS pour pouvoir retrouver le site directement sous forme d'application sur votre smartphone. Allez, sur ces belles paroles, il est temps de s'attaquer au montage du PC, c'est parti! Allez, c'est parti pour le montage. On va commencer par les préparatifs au niveau de la carte mère. Donc on va s'occuper du CPU et également de retirer ces petits supports en plastique puisque je suis allé sur le site officiel de Arctic et il faut faire quelques préparatifs pour pouvoir fixer ensuite le refroidissement. Donc il faut lever ici les deux supports et mettre ce fourni. Donc on va déjà s'occuper de ça. Donc je vais commencer déjà par ouvrir le CPU et le mettre à l'intérieur ici de l'emplacement prévu sur la carte mère. Allez, on va ouvrir cette boîte. Je ne l'ai pas encore déballée, j'étais impatient de le faire.
et on va découvrir ensemble ce petit 9800 X3D. Alors, le voilà. Il est tout beau. Voilà, donc normalement sur les processeurs AMD et sur de toute façon les processeurs maintenant, il n'y a plus de pins dessous, ils sont sur la carte mère et ça c'est quand même plus pratique. Donc hop, on ouvre délicatement en essayant de ne pas tout faire tomber. Et donc il y a un sens, hein, il faut pas se prendre la tête, il y a un sens pour mettre le processeur. Donc on va déjà retirer ici le loquet qui va permettre de déverrouiller l'emplacement pour le processeur. Et là ici, vous voyez, hop, vous avez accès directement à la trappe. Alors, il faut juste que j'enlève le petit cache en plastique là qui est resté fixé. Donc je vais remettre le loquet. Hop, voilà. Hop, on va ouvrir la trappe. Et donc là ici, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit coin ici avec une petite coloration. Donc ça correspond hein, ici au petit coin que vous voyez. Donc il suffit de le placer dans le sens qui est précisé. Hop. Donc on fait délicatement. Voilà. Donc normalement il rentre tout seul. Vous refermez ici le support et vous réenclenchez ici correctement la petite grille ici, hop, qui va plaquer sur la carte mère le CPU. Voilà, donc il faut un petit peu forcer quand même, hein, c'est pas tout à fait souple, hein, il faut quand même hop y aller. Et là donc il est correctement verrouillé. Donc maintenant je vais retirer ces supports. Allez, c'est parti pour le retrait des supports. Donc là, je vais utiliser ensuite ça, donc qui est prévu pour AMD, c'est écrit dessus. Donc j'ai suivi les instructions côté Arctic et donc il va falloir retirer ces deux supports et mettre ceux-là à la place avec les vis de fixation et les petits plots là que je vous ai montré à l'écran. Donc allez, c'est parti. Donc tournevis cruciforme, hop, donc taille moyenne, hein, ça devrait aller et vous dévissez tranquillement. Donc essayez d'y aller doucement pour pas foirer la tête de vis. Voilà, on va commencer par le faire comme ça sur les 4. Hop, et ensuite vous pouvez terminer une fois que c'est désolidarisé. Hop, on va faire la même chose ici. Donc gardez-les quand même bien de côté. Généralement, moi ce que je fais, je les mets dans la boîte de la carte mère. Comme ça, au moins si jamais vous voulez remettre un support d'origine ou autre, ou un support qui nécessite ce genre de choses, vous aurez directement la possibilité de le faire. Parce que c'est vrai que ces petites choses, on a vite tendance à les perdre. Et c'est vrai que c'est un petit peu galère après à retrouver ce genre de truc. Alors maintenant, donc il va falloir, hop, on va retirer les petites vis. Alors désolé pour le bruit. Voilà. Allez, maintenant il ne nous reste plus qu'à placer les nouveaux supports. Donc là vous mettez les petits plots en plastique ici directement. Hop. Et ensuite donc vous avez les supports qui se mettent directement ici. Alors il y a un sens, c'est écrit L et R. Je vais vous montrer, je ne sais pas si vous voyez ici en relief ici. Donc là c'est la partie droite et donc il vous suffit de les mettre au bon endroit. Alors je vais déjà placer le premier pour éviter qu'il se barre. Essayer de le faire. Hop, c'est un peu casse-gueule ce genre de support. Voilà pour la première. On va mettre la deuxième. Hop. Et on va faire la même chose pour le côté droit. Voilà, donc maintenant on peut serrer sans trop serrer, sinon ça va foirer. Et en plus, vu que dessous c'est du plastique, ça aurait tendance tout simplement à se fissurer. Donc dommage qu'ils aient pas mis des petits supports peut-être en métal, ça aurait été peut-être un petit peu plus safe. Ça me paraît pas hyper costaud non plus. Donc on va voilà serrer comme ça dans cet ordre là. D'abord un côté, ensuite l'autre. Et on met vraiment des petits coups jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça mette suffisamment de force pour que ce soit fixé. Et normalement, il ne devrait pas y avoir de jeu. Donc maintenant, on va passer à la suite.
Alors là, la partie CPU, elle n'est pas terminée, donc on va mettre de côté la petite pâte thermique qui est fournie avec la ventilation, donc c'est de l'Arctic MX6. Je la garde de côté parce que ça, je le ferai une fois que la carte mère sera dans le boîtier, donc ça va être notre prochaine étape. On va fixer la carte mère au boîtier. Alors là, si je veux, je pourrais mettre les barrettes de RAM maintenant, mais généralement, je le fais après la ventilation puisque ça va généralement me gêner pour placer ensuite correctement le bloc ici. Donc je préfère le faire ça un petit peu après. Donc là, ce qu'on va faire, je vais aller récupérer le boîtier, je vais le mettre sur le bureau, je vais ouvrir bien sûr la partie latérale et on va fixer la carte mère. Voilà, donc j'ai ouvert le boîtier, j'ai récupéré la petite boîte de vis, donc on va utiliser ces vis là, donc je pense que c'est les bonnes pour se mettre sur les différents ici supports de vis. Alors là ils sont déjà présents sur le boîtier, il y aura juste à poser la carte mère et ensuite à visser les différentes vis dans les emplacements. Donc je vais m'en occuper tout de suite, donc il faut bien la placer ici, mettre l'arrière ici donc avec les ports, bien l'ajuster. Normalement vous pouvez pas vous tromper, ça tombe pile poil au niveau des supports de vis et ensuite vous faites le tour comme ça directement. Alors ici là c'est pas une vis, hein, c'est plutôt une sorte de support ici qui vient se mettre dans le trou directement juste pour pas qu'il y ait de jeu et pour pas qu'elle se plie trop lorsqu'on va placer la carte graphique par exemple avec le port PCI Express. Donc on va appuyer un petit peu et là effectivement ça va éviter que la carte se torde, donc ça c'est plutôt bien pensé, ça évite d'avoir une vis supplémentaire à mettre. Allez, on attaque pour la partie carte mère. Allez, voilà la bête, elle est pas légère, je peux vous le dire, elle est quand même assez lourde. Alors ça c'est le genre de truc que j'aime pas trop que j'aime pas trop faire parce que c'est un petit peu minutieux et un petit peu galère. Une fois qu'elle est fixée, après généralement c'est un petit peu plus simple. C'est surtout au niveau des vis que c'est un petit peu compliqué à visser. J'ai toujours une vis qui se barre dans le boîtier et après il faut que j'aille à la pêche à la vis et ça je vous avoue que c'est un petit peu saoulant. Alors on va commencer par visser celle qui est le plus accessible, comme ça la carte mère ne bougera plus. Donc allez, une première vis, donc on va faire le tour comme ça. On va essayer maintenant de faire les coins. Alors forcément avec un tournevis Facom pour faire du bricolage c'est pas forcément idéal, le mieux c'est peut-être de prendre des tournevis exprès pour les pièces informatiques qui sont aimantées, qui vous permettent d'avoir les vis qui collent directement sur le tournevis. Moi je le fais un petit peu à l'ancienne mais ça m'aurait bien rendu service, d'ailleurs c'est certainement un truc que je vais pas tarder à m'équiper. J'ai vu des trucs assez sympa, même côté AliExpress, il y a des trucs vraiment qui ont l'air très pratiques. Donc il me reste la dernière vis sur le coin, donc là je vais pas vous filmer parce que ça va être un petit peu gênant, je vais avoir ma tête, donc je vous reprends juste quand j'ai fini. Alors là maintenant je vais retirer le panneau arrière et je vais m'occuper de l'alimentation. Alors pourquoi je vais m'en occuper maintenant? Parce que là ici il y a le câble d'alimentation ici et ici qui sont assez gros, assez difficiles à faire passer généralement, et j'ai peur que lorsqu'il y ait ici le radiateur fixé en haut, que ça me gêne un petit peu, donc je préfère le faire maintenant lorsque j'ai de la place et après je pourrais mettre tranquillement mon bloc ici de refroidissement et mettre aussi le support directement sur le CPU. Ça sera quand même un petit peu plus pratique. Donc je vous retrouve dans quelques instants. Je sais pas si je vous fais le montage de l'alimentation qui va être un petit peu galère au niveau de la prise de vue. Je vous reprendrai peut-être directement lorsque j'aurai passé les câbles d'alimentation directement par les endroits prévus à cet effet. Voilà, bon finalement je pense que ça va le faire. Alors j'ai retourné le boîtier, j'ai retiré ici le panneau et je pense qu'on a suffisamment de recul pour le voir. Alors désolé, c'est pas hyper peut-être hyper quali pour vous au niveau de la visibilité, mais j'ai fait pour le mieux. J'ai un espace vraiment très réduit, je suis sur mon bureau. Dans tous les cas on va pouvoir donc voir un petit peu le montage de l'alimentation. Donc voilà l'alimentation, à quoi ça ressemble pour ceux qui connaissent pas forcément. Donc ça c'est une alimentation de PC et donc là ici ce qu'on va faire, on va la placer dans le boîtier et l'idée ça va être de mettre bien sûr la partie ici vers l'extérieur, donc c'est là où sont les vis de fixation. Et là ce qu'on va faire, on va faire en sorte que la ventilation soit sur la partie du dessous pour que ça aspire de l'air. Alors là sur ce boîtier c'est bien foutu, il y a un filtre, ce qui fait qu'il n'y aura pas de poussière qui va s'incruster là-dedans et ça sera quand même un peu plus sympa. Donc là ici je vais la placer comme ça.
Voilà, donc là, l'alimentation, elle est fixée. Donc là, la partie modulaire se trouve ici. Donc c'est là qu'on va devoir ensuite placer donc ça, un des câbles d'alimentation, donc le gros câble qui va se mettre sur le côté de la carte mère. Et ça, donc c'est les fiches CPU qui vont se mettre sur la partie haute. Donc je vais m'en occuper tout de suite. Je vais commencer par mettre ici les câbles. Donc là, je vais arrêter de filmer parce que je vais devoir passer ma tête devant. Je vais les faire passer de l'autre côté et ensuite je tournerai la carte mère pour qu'on voie les branchements côté carte mère. Voilà, donc je viens de passer les câbles de l'autre côté. Avant de retourner le boîtier, juste un petit conseil concernant l'alimentation modulaire. Alors si jamais vous utilisez ce type d'alimentation, faites attention lorsque vous branchez les différents câbles ici à bien les clipser. Il y en a qui ont tendance à forcer un petit peu. Il faut vraiment bien qu'ils soient totalement clipsés, sinon ça risque de ne pas plaire à l'alimentation et je pense que ça peut même faire un court-circuit. Donc une fois que c'est bon ici, vous passez bien vos câbles correctement. Donc d'ailleurs ce boîtier, plutôt pas mal pour ça. Il y a même ici un petit scratch directement pour pouvoir mettre nos petits câbles. Donc je retourne le boîtier, on se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc j'ai passé mon gros câble d'alimentation, celui que je déteste, et ensuite les deux plus petits ici. Donc je vous éclaire juste un petit peu le coin parce qu'on voit pas trop avec l'éclairage que j'ai. Donc il y a deux ici prises, donc on va directement les brancher là, et ensuite on va brancher celui-ci, et après donc on pourra passer, je pense, au radiateur et au waterblock ici directement qu'on va mettre sur le CPU. Allez, on va commencer par les deux du haut qui sont un petit peu plus faciles que le gros câble un petit peu galère. Donc on commence ici, donc il n'y a qu'un sens, vous ne pouvez pas vous tromper. Ça se clipse directement comme sur la partie modulaire de l'alimentation. Donc hop, et on va faire la même chose ici. Donc voilà, on va essayer de faire la boucle de ce sens-là. Comme ça, je pourrais un petit peu plus tendre et donc cacher un petit peu plus les câbles. Et donc on attaque celui-ci. Alors celui-ci, je le déteste, il est toujours un peu galère à manipuler. Alors l'idée, ça va être déjà de récupérer un petit peu de mou. Essayez donc d'un peu plier, forcément vous n'avez pas trop le choix, de le plier un peu. Donc là aussi il n'y a qu'un sens. Donc vous le mettez bien en face. Généralement le petit loquet est sur la partie extérieure de la carte mère. C'est généralement toujours comme ça. Voilà, donc le câble il est fixé, mais bon là il est un petit peu en galère. Je le remettrai bien en place lorsque le boîtier sera debout parce que là c'est un petit peu compliqué avec le câble qui est appuyé de l'autre côté. J'arrive pas à tirer correctement. Là c'est surtout pour vous montrer. Donc maintenant on va passer ici sur la partie radiateur. Donc je vais mettre le radiateur ici pour la ventilation et ensuite je mettrai ici le waterblock sur le CPU. Comme ça on aura le refroidissement qui sera en place et on aura déjà bien avancé sur notre config. Donc voilà la bête pour le refroidissement, il est assez mastoc. Donc j'ai regardé ici sur la notice officielle et donc voilà un petit peu comment ça va se mettre. Donc vous avez ici les deux tuyaux qui vont côté ventilation en façade et ensuite ici il suffit donc de fixer ici, donc mettre les rondelles et ensuite les vis de fixation qui sont fournies, donc je les ai à côté directement sur le dessus du boîtier. Alors moi je vais devoir retirer le filtre puisque j'ai un filtre aimanté. Je vais mettre donc les vis et ensuite je remettrai le filtre. Donc allez, c'est parti. Allez, on commence par retirer le filtre ici. Hop, ça c'est pas compliqué. Donc voilà, il est aimanté. Ensuite, ici, donc ce qu'on va faire, on va prendre le bloc. On va faire attention de ne pas tout casser au niveau de la carte mère. Donc on va le poser délicatement sur la carte mère. Il n'y a pas trop le choix, ou sur le boîtier. Vous voyez un petit peu où c'est que vous pouvez le placer. Et donc là, on va essayer donc directement de prendre une vis avec une rondelle. Hop, on va l'enquiller directement. Hop, la rondelle. Si j'y arrive à une main, j'aurais pu le préparer avant. Mais je vous avoue qu'en filmant et en faisant les trucs en même temps, j'ai le cerveau qui n'est pas forcément connecté sur toutes les opérations là. Donc hop, voilà. Voilà, j'ai fini de visser, j'ai remis le filtre et non, ça tient nickel, donc pas besoin d'utiliser des autres vis, donc je suis rassuré. On va pouvoir passer maintenant à placer ici le bloc de refroidissement. Donc on va faire ça tout de suite, donc on va mettre la pâte thermique et ensuite on va mettre le bloc. Donc je vais repasser un coup de notice pour voir un petit peu comment il se fixe et ensuite on se retrouve pour réaliser l'opération. Je vais remettre peut-être le boîtier de ce sens-là, comme ça vous y verrez dans le bon sens. Alors j'ai checké un petit peu la notice pour voir comment se branche le waterblock au niveau de la carte mère pour tout ce qui est fan et RGB. Alors pour le RGB, donc il est déjà intégré et il suffit de trouver l'emplacement sur la carte mère, donc c'est sur le coin droit.
pas de souci. Par contre, pour la partie fan, en fait, c'était un petit peu compliqué parce qu'il y avait deux câbles différents. C'était pas très explicite sur la notice, mais en fait, ici, vous avez une fiche qui va venir se brancher. Donc, je sais pas si vous le voyez, sur le côté du waterblock. Alors, ça va peut-être vous aider si vous êtes en galère. Donc, il suffit de la brancher ici et après, vous avez 3 fans de dispo que vous branchez sur votre carte mère. Alors, si vous avez qu'un seul fan, vous prenez la version avec qu'un seul fan. C'est pour ça qu'il y a 2 versions du câble pour ceux qui ont un petit peu plus de slots ici sur la carte mère. Donc je vais essayer de brancher tout ça. Alors ça va être peut-être un petit peu galère parce que là maintenant qu'on a mis le radiateur, c'est plus très accessible. Ça dépend du boîtier que vous avez. Donc en fonction, il va falloir retirer le radiateur, mettre les prises et ensuite le remettre. Donc je verrai un petit peu. Moi je vais essayer de les brancher, de passer un petit peu mes mains et en fonction de toute façon, je les brancherai et je vous reprendrai juste après pour la fixation du bloc sur le CPU. Après réflexion, on va plutôt connecter ça directement sur le CPU parce qu'avec ça qui se balade, très difficile à placer ces spaghettis. Alors j'ai déjà fait quelques tentatives et petit conseil, lorsque vous devez faire un montage de refroidissement ou autre, pensez à prendre de la pâte thermique de rechange parce que regardez la taille de ce qu'ils fournissent dans la boîte, c'est tout petit. Et là en fait j'ai eu tout simplement une galère parce que le support ici en réalité il n'était pas tout à fait ajusté parce que les plots sont pas tout à fait bien usinés, j'ai l'impression. Donc très difficile à placer cette vis là, j'ai dû un petit peu dévisser et lui donner un tout petit peu de déport sur la partie droite et là je pense que ça va mieux passer. Du coup, j'ai utilisé toute la pâte thermique sur mes premiers essais. Donc là, je vais pouvoir directement faire une nouvelle tentative avec cette pâte thermique là. Là, j'ai un peu plus de réserve, donc j'ai droit à l'erreur. Donc c'est parti. Donc ce qu'on va faire, on va faire une croix. Donc c'est ce qu'ils indiquent sur la notice. Et c'est vrai que j'ai essayé ce genre de méthode récemment et ça fonctionne plutôt bien. Hop, on va faire une croix comme ça. Alors j'en ai mis un petit peu là, quand même pas mal. Mais bon, je pense que ça devrait le faire. Hop, voilà, il y a juste une petite goutte qui se met. Donc, faites attention à ne pas en mettre sur la carte mère, hein, forcément. Donc, j'espère que l'écart que je lui ai mis, ça va lui plaire. Voilà, le bloc est fixé. Honnêtement, j'ai jamais vu un support aussi foireux. Pourtant, j'en ai monté pas mal, mais celui-là, il est vraiment d'une galère sans nom. On dirait tout simplement que les vis sont pas ajustées et elles sont très mal filetées, donc du coup très difficile à les enquiller. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça bougera pas parce que le système est quand même assez costaud au niveau de la fixation, mais par contre au niveau du système, je le trouve vraiment très mal pensé. Il y a des systèmes qui sont hyper faciles. Là, si jamais vous n'êtes pas trop bricoleur, ce modèle, il est peut-être pas fait pour vous. Voilà, donc finalement j'ai passé tous les câbles ici par derrière, donc je vous ai passé cette séquence, hein, ça sert à rien, et finalement comme prévu, hein, j'ai dû démonter effectivement ici le radiateur puisque ça gênait, et au moins j'ai pu les passer proprement. Donc là j'essaierai de mettre ici du serre-câble et de le faire un petit peu plus proprement. Pour une fois je vais essayer d'avoir un câble management à peu près correct, parce que d'habitude c'est un peu le bazar. Donc maintenant on va mettre ce petit truc en plus qui va se clipser directement ici. Donc tiens, je vais retirer le petit film ici. Hop. Ici, donc là, il y a un petit film à retirer. Et ça va venir directement se brancher en fait. Comme ça. Alors, est-ce que j'ai tout levé? Oui, c'est bon. Hop. Normalement, il y a juste à le plugger. Voilà, là, il est connecté. Et voilà, donc refroidissement c'est fait. Donc maintenant on va passer à l'étape suivante. Donc je vais mettre la RAM, je vais voir un petit peu toutes les connectiques côté carte mère et ensuite je m'occuperai des disques NVMe et pour terminer je remettrai carte graphique et également ma carte réseau 10 gigabits et je pense qu'on sera pas mal. Donc je vais aller récupérer la RAM. Alors pour la mémoire, donc j'ai pris de la Corsair 6400 MHz, donc 64 Go. Alors hop, je vais prendre mon couteau suisse. On va l'ouvrir proprement. Donc j'ai pris de la RGB pour que ça aille bien avec le style de tout ce que j'ai pris, avec le boîtier, avec le refroidissement aussi. Ça aussi c'est RGB, donc au moins j'aurai des belles couleurs.
Alors hop, voilà la RAM. Alors Corsair, généralement c'est souvent une référence. Il y a rarement des soucis de compatibilité, rarement de panne. J'ai jamais eu trop de soucis avec du Corsair, donc si jamais vous voulez prendre de la RAM, vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors j'ai regardé quand même sur la dock de la carte mère, je suis allé sur le site officiel pour voir comment étaient configurés les slots. Donc pour se mettre correctement en dual channel, donc faut généralement sauter un port lorsque vous avez deux barrettes. Si vous en avez 4, vous prenez moins la tête. Et donc il va falloir mettre sur ce port là et ce port là, donc le premier port et le troisième. Alors je vais juste me mettre dans le bon sens parce que j'y vois pas grand chose. Tac, tac. Voilà, on est bon pour la RAM, c'est parti pour la suite. Alors maintenant, je vais m'attaquer à toute la partie spaghetti ici. Donc il y a plein de petites connectiques, USB 3, HD audio, etc. Donc ça, je vais le placer directement sur les slots ici. Il y a également des slots à mettre ici, donc pour l'USB en façade et pour les connecteurs pour allumer la carte mère, enfin pour allumer le PC, pour faire reset. Donc ils m'ont fourni un petit truc comme ça, bien pratique. Donc c'est un genre de petit cavalier ici qui vient accueillir les fiches et du coup ça sera un petit peu plus pratique à brancher. Ça c'est une vraie galère parce qu'ils sont tout petits généralement, les petits cavaliers qu'on va mettre directement sur la carte mère. Ça c'est quand même assez cool, je l'avais déjà eu sur un autre modèle d'une carte mère et je vous avoue que ça rend vraiment service. Donc je vous passe un petit peu toute la partie montage, là ça sert à rien, c'est pas très important et en fonction du boîtier ou en fonction de la carte mère, les endroits vont pas forcément être les mêmes. Donc je vous reprends dès que j'ai terminé. Voilà, le câblage est terminé, donc j'ai tout branché là sur les différents slots et ben voilà, c'est assez propre je trouve, je suis assez content de moi. C'est la première fois que je fais si propre au niveau du câblage. Faut dire que le boîtier il aide beaucoup, il est quand même vraiment bien conçu, donc il commence à petit à petit à remonter dans mon estime. Et autre truc cool également et qui est cool chez NZXT, donc je vous avais parlé d'un petit cavalier ici qui était fourni avec la carte mère pour toutes les connectiques. Et ben là en fait pas besoin parce que chez NZXT ils ont déjà ici tout de prévu, tout est mis ensemble et pas de prise de tête, vous le branchez directement et vous pouvez pas vous tromper. Donc ça c'est très pratique et je tiens à les remercier parce que c'est la première fois que j'ai ça directement sur un boîtier. Donc maintenant écoutez, il me reste plus qu'à récupérer mes disques NVMe sur mon ancienne config. Donc là mon PC il est encore allumé, donc je vais éteindre ça et au passage je vais récupérer ma RTX 4080 pour finir l'installation. Donc le dernier truc qu'on fera, ça sera la RTX. Donc allez, je vais récupérer tout ça et je vous retrouve dans quelques instants. Allez, on passe aux disques NVMe, donc je les ai récupérés sur mon ancien boîtier, donc voici mes deux modèles. J'ai fait du propre également au passage puisque ça avait un petit peu coulé. Donc la trappe ici, elle se trouve à cet emplacement sur cette carte mère. Donc là ici, il n'y a pas besoin de tournevis pour retirer le dissipateur ici. Et là ici, il y a de la pâte thermique. Alors je pense pas que je vais les mettre de suite, j'aime pas trop ce genre de pâte thermique là. Ça en fout partout sur les disques NVMe, donc je vais le poser comme ça. Généralement je fais ça et j'ai pas de soucis. Et je verrai un peu plus tard si jamais je les mets. Voilà. Là on est bon, c'est bien fixé, ça bouge plus. Donc maintenant je vais mettre ma carte ici réseau 10 Gigabit. Donc on va retirer la partie du côté où il y a ici les petits caches. Donc on va faire ça, ensuite on va mettre la carte graphique. Il me restera juste un disque dur à mettre. Alors je vous le filme pas, je le ferai en off, je vous montrerai juste le résultat. Alors voilà ma carte réseau 10 Gigabit, alors j'en suis très content, c'est de l'Intel qu'il y a à l'intérieur. J'ai deux sorties ici, c'est du RJ45 en 10 Gigabit et ça marchait nickel avec la Freebox Ultra et ça marche aussi nickel avec la Livebox et le 10 Go, franchement elle marche nickel. Alors c'est du matériel un petit peu cher parce que c'est du pro, je pense que si vous prenez par exemple de la référence Asus ou du TP-Link, ça devrait aussi marcher sans souci. Donc là ce qu'on va faire pour mettre la carte, on va retirer ici. Il y a un cache ici en fait, ou une sorte de bloc ici qui vient verrouiller un peu tous ces trucs. Alors il y a une vis qui s'est barrée, c'est pas grave, je la ramasserai après. On va dévisser le dernier ici, le dernier cache. Alors je sais pas comment ça s'appelle ces trucs, j'appelle ça un cache moi. Hop. Et on va pouvoir fixer la carte réseau. Donc ça c'est très facile, vous prenez, vous avez juste à l'enficher, tac, comme ça. Et c'est tout, c'est hyper facile à faire, ça prend 2 secondes. Vous remettez la vis et c'est tout.
Avant de brancher mon gros bébé, ma RTX 4080, je vais d'abord faire quelques câblages ici. Le premier, ça va être ici, mettre ici une connectique SATA, ici directement. Hop, sur les ports, comme ça j'aurai pas à le faire une fois que la carte graphique est branchée, parce que vous allez voir le monstre, après on peut plus du tout accéder aux connectiques, au moins ça sera plus simple. Je vais également aller récupérer la connectique pour l'alimentation modulaire, que je vais faire passer ici, comme ça j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir la brancher et j'aurai plus à mettre les mains dedans. Je vous retrouve dans quelques instants. Alors bonne nouvelle concernant l'alimentation, on m'avait interpellé en commentaire lors de l'unboxing concernant le câblage et il y a bien ici le 12 broches de disponible pour la RTX 4080, donc j'aurai pas besoin de mettre cet adaptateur qui est un petit peu naze, faut l'avouer, c'est hyper mal foutu. Là au moins je branche directement ces deux connectiques sur l'alimentation et ça va aller directement sur la carte graphique, c'est quand même un petit peu moins gros et ça va être un petit peu plus sympa au niveau du câble management. Donc je vais brancher tout ça, je vais ressortir ça par l'avant et ensuite je m'attaque à la carte graphique. Voilà, donc je suis passé de l'autre côté, j'ai mis le disque dur, donc vraiment nickel, il est super bien placé, c'est vraiment bien pensé comme boîtier. J'ai donc pu passer de ce côté-là l'alimentation pour la carte graphique et on va placer ce joli bébé. Donc il me reste plus qu'à l'enficher et vous avez vu la taille du monstre par rapport au boîtier, mais j'ai vérifié, il rentre nickel. Donc là, je vais retirer ici sur le côté là les deux caches et je vais ensuite l'enficher. Donc ça, je vous passe les détails, je vous reprends dès qu'elle est branchée. Et voilà, carte graphique installée et je peux vous dire que j'en ai chié. Alors je suis quand même assez content parce que ça rentre vraiment bien au niveau du format ici. J'ai bien un bon centimètre, voire 1,5 cm. Je pensais que j'aurais beaucoup moins d'espace. Donc dans le boîtier NZXT H5 Elite, une RTX 4080 de chez Gigabyte, ça rentre. Alors les seules difficultés que j'ai eues, c'est au niveau du support arrière pour éviter qu'elle vienne un petit peu trop descendre par rapport au poids. Il rentre pas par rapport au ventilo ici. J'ai dû un petit peu forcer et finalement j'ai réussi à le faire rentrer, donc nickel. Là aussi au niveau de l'alimentation Corsair, nickel. J'arrive bien donc à avoir ma connectique ici pour la RTX 4080 ou pour les cartes graphiques de nouvelle génération, vous n'aurez pas de difficulté à les brancher avec la Corsair que j'ai pris, donc c'est la RM1000E. Donc maintenant que tout est connecté, je pense que j'ai tout branché. Je vais faire quand même le tour en off pour voir si j'ai pas oublié quelques petits branchements ou autres, s'il n'y a rien qui s'est débranché, et ensuite il sera temps de tester tout ça. Alors moi j'ai mis mes disques NVMe tels quels, donc j'ai mon install Windows qui est encore à l'intérieur. Je vais voir si ça démarre. De toute façon il y aura des erreurs et de toute façon il est recommandé de reformater lorsqu'on monte une nouvelle configuration, mais ce que je veux voir c'est au niveau de la licence Windows, comment ça va se passer. Est-ce que j'arrive à transférer la licence Windows de mon ancienne config, puisque là il y a un changement de carte mère, vers cette nouvelle carte mère, auquel cas il faudra que j'achète une nouvelle licence à pas cher, donc je sais déjà où la prendre. Donc ça va être la suite de la vidéo. Mais avant ça, je suis sûr que vous êtes impatient de découvrir le PC une fois monté et allumé, et ça c'est ce qu'on va découvrir dans quelques instants. Voilà les amis à quoi ressemble le PC une fois monté. Donc là je l'ai allumé un petit peu en vrac sur le bureau, il n'y a pas d'écran branché, c'est juste pour vous montrer ce que donne la partie RGB. Comme vous pouvez le voir, c'est un joli sapin de Noël, ça clignote de tous les côtés. Et voilà la partie avant qui est trop stylée, vous voyez. Hop, c'est vraiment super joli. Alors là, pour info, j'ai mis les ventilos au minimum au niveau du RGB. C'est vraiment, on va dire, très peu lumineux là, alors que sur la vidéo, ça paraît vraiment lumineux. On peut encore augmenter la luminosité des RGB pour ceux qui veulent vraiment un truc très flashy. Et donc là, on peut voir vraiment ici les couleurs, et même sur la partie du dessous aussi, il y a des RGB. Voilà un petit peu donc ce que ça donne. Je vais essayer de reculer un petit peu pour que vous voyez un petit peu la config. Alors là, j'ai retiré le verre trempé pour que vous puissiez voir à l'intérieur. Mais après, quand vous mettez le verre, là effectivement, vous avez donc tout qui ressort, et vous avez également le joli, on va dire, reflet du verre trempé. Donc ça donne vraiment bien. Voilà, j'ai remis le panneau, et là, vous voyez, hop, si vous mettez un peu sur le côté comme ça, vous voyez qu'il y a des jolis reflets, et ça ressort vraiment bien. Il est un petit peu fumé le verre. Ça donne vraiment super bien. Je suis très content du boîtier. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc le refroidissement, la RAM, les ventilos de devant, même la carte graphique en RGB.
Allez, je vais vous montrer maintenant la partie arrière, donc le panneau de l'autre côté où on va voir le câble management. Voilà les amis pour la partie câble management. Alors j'ai essayé de faire propre sans faire parfait. J'avais pas trop envie non plus de me prendre trop la tête. Et alors sur la partie basse là c'est un petit peu le bazar. Je pourrais un petit peu mieux faire, mais globalement c'est quand même super bien pensé. Là vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir passer ici les câbles avec des scratchs. Donc c'est assez propre. Et vous voyez comme le disque dur se met. Ça aussi je trouve ça plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est que vous pouvez mettre qu'un seul disque plateau, hein, pour ceux qui veulent mettre un petit peu plus de disques. Là, c'est un petit peu limité. Et la place ici est prise en fait par le ventilo qui vient directement refroidir la partie carte graphique. Par contre, vous pouvez mettre ici un disque SSD si jamais vous voulez mettre un second disque, en plus bien sûr des 4 disques NVMe sur lesquels j'ai la possibilité de mettre sur ma carte mère. Donc voilà pour la partie câble management, vraiment très bien pensé et très bien foutu. Alors pour ceux qui veulent découvrir la partie arrière, voilà ce que ça donne et comme vous pouvez le voir, hein, c'est super bien ajusté au niveau des différents éléments. Il n'y a vraiment pas d'écart ou de jour comme j'ai pu le constater avec certains boîtiers. Donc là aussi, point positif avec ce boîtier NZXT. Donc il n'y aura pas de jeu au niveau des cartes graphiques, au niveau des cartes d'extension. Alors seul petit truc manquant, donc c'est au niveau de la ventilation arrière. Il n'y a pas de ventilateur extracteur ou en tout cas de ventilateur sur la partie arrière. Donc ça, je vais devoir m'équiper en supplément. J'aurais peut-être apprécié qu'il y ait un ventilo supplémentaire, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est le moment de booter sur le système, donc on se retrouve dans quelques secondes sous Windows 11. Voilà les amis, le système a démarré et comme vous pouvez le voir, hein, on est sur Windows 11, donc ça fonctionne nickel. Alors pour rappel, j'ai pris le disque NVMe avec le système déjà installé de ma précédente configuration et je l'ai démarré tel quel et je suis assez étonné parce que ça fonctionne nickel. Alors pourquoi j'ai procédé comme ça? Pour conserver ma licence Windows. Alors lorsque vous faites cette opération là, normalement au démarrage il va vous demander de ressaisir votre mot de passe de votre compte Microsoft sur lequel est associée votre licence et si tout se passe bien, vous devriez en fait transférer votre licence vers cette nouvelle carte mère. C'est pour ça que j'ai procédé comme ça et visiblement hein, ça fonctionne nickel puisqu'ici j'ai bien une activation validée. Ça va m'éviter d'aller acheter une licence, même si maintenant on en trouve aux alentours des 10-20 €. Ça m'évite de faire cette petite dépense. Alors cerise sur le gâteau, je suis vraiment étonné, c'est que le système il fonctionne nickel, j'ai pas de bug, pas d'écran bleu, pas de message d'erreur, donc j'ai bien pu transférer le système sans avoir à le reformater et pas de difficulté particulière. Alors j'ai quand même fait le ménage au niveau des applications, donc tout ce qui est relatif à l'ancienne carte mère, donc de l'Asus et tout ce qui va être pilote qui ne sert plus, j'ai tout désinstallé et j'ai laissé installer que les nouveaux pilotes et les nouveaux logiciels de la carte Gigabyte, comme ça au moins je suis sûr que j'ai pas d'interférence entre les logiciels. Et là pour le moment le système fonctionne plutôt bien, il est très réactif, j'ai pas de soucis particuliers, donc si jamais je commence à avoir des soucis, là éventuellement j'envisagerai un formatage, mais je vous avoue qu'avec le nombre de logiciels que j'ai installés, de petits trucs en plus que j'ai mis en place, je me sens vraiment pas de tout réinstaller, c'est quand même une petite galère de faire ça. Alors concernant la configuration, là comme on peut le voir, donc j'ai lancé le logiciel CPU-Z, j'ai pris la version spéciale pour Gigabyte Aorus, je sais pas si ça change quelque chose en particulier au niveau des infos, mais il est aux couleurs de la carte mère. Donc là ici vous avez donc l'AMD Ryzen 7 9800X3D qui est bien détecté. Donc vous avez ici la vitesse des cœurs, vous avez ici le coefficient multiplicateur, bref toutes les infos concernant le CPU, donc gravé en 4 nanomètres. Ensuite ici donc la carte mère, on est bien donc sur du Gigabyte X870E Aorus Elite Wi-Fi 7. Donc là aussi c'est bien reconnu correctement. Au niveau de la mémoire, j'ai bien mes 64 Go qui sont reconnus en DDR5 et au niveau ici de la fréquence hein, de la mémoire, donc il détecte bien la 6400 et donc j'ai le profil XMP qui est activé sur la carte mère, donc il a bien pris en compte la fréquence un petit peu plus rapide ici, là celle-ci, pour avoir un gain un petit peu de fréquence au niveau de la mémoire, avoir un tout petit peu de perf en plus. Concernant la carte graphique, donc rien de particulier, il a détecté et c'est normal ma RTX 4080.
Et donc ensuite, il reste ici la partie bench que bien sûr, je vais réaliser avec tous les autres bench à réaliser, c'est-à-dire les bench en gaming, les bench avec tout ce qui va être logiciel de benchmarking, 3D Mark, etc. Donc je vous fais ça dans la partie suivante. J'essaye de faire un maximum de tests et je vous compare les deux configs et j'essaierai de vous faire des graphiques, des tableaux comparatifs pour que vous ayez un petit peu une idée. Et après, certainement à la fin de la vidéo, en tout cas en dernière partie, j'essaierai de vous donner un petit peu mon avis, les conseils que j'ai eus, les petites difficultés, les petites galères que j'ai eues et au passage essayer de vous faire un petit bilan de ce changement de configuration. Avant de s'attaquer à la partie bench, je voulais vous parler de la partie software pour gérer la carte mère, gérer l'éclairage RGB, également avec le boîtier, et je pense que c'est important de faire un petit point là-dessus. Alors sur les cartes mères, par exemple comme Asus, vous avez Armoury Crate qui est un super logiciel, bien foutu, vraiment complet. Là chez Gigabyte, donc vous avez Gigabyte Control Center, donc c'est quand même un petit peu plus light que Armoury Crate, mais vous pouvez faire vraiment toutes les actions que vous avez besoin de faire. Donc ça se récupère directement sur le site officiel de Gigabyte, et ici vous allez déjà pouvoir dans un premier temps installer tous les pilotes additionnels sans vous prendre la tête, sans aller sur la fiche de la carte mère pour aller récupérer les différents pilotes. Là ça se gère directement ici et vous cochez les cases, vous faites installer, ça s'installe facilement et il gère aussi les mises à jour. Donc là par exemple ici sur RGB Fusion ou Gigabyte MB RGB Tool, vous avez des mises à jour de disponibles, je vais pouvoir le faire directement ici. Vous avez même des petits softwares additionnels, je ne sais pas exactement si c'est vraiment très utile, donc comme CFO Speed ou certains additionnels que j'ai pas besoin comme Norton Internet Security. Et il va un petit peu plus loin puisque j'ai une carte graphique Gigabyte, il gère aussi les mises à jour de firmware directement ici, donc vous allez pouvoir faire de la maintenance aussi sur vos autres périphériques Gigabyte. Il gère aussi ici les mises à jour de BIOS, alors là par contre je ne sais pas si c'est un bug ou quoi, mais il y a des nouvelles versions dispo sur le site alors que là elles apparaissent pas. Dans tous les cas, vous pourrez a priori le gérer par ici. Donc ensuite, donc sur le tableau de bord ici, vous allez pouvoir donc gérer ce qui va nous intéresser, la partie RGB et également la partie fan, donc la partie ventilation. Donc concernant la partie RGB ici, donc vous allez pouvoir gérer les effets au niveau RGB. Donc là, du statique, du pulse, du flash, DF flash, cycle, là c'est un arc-en-ciel et vous avez même la possibilité de le désactiver si vous avez envie de le stopper par moment. Vous avez ici donc les plages de couleurs pour pouvoir le personnaliser à la bien et vous pouvez synchroniser ou pas la carte graphique directement. Bref, ça se gère ici. Vous avez ensuite la partie fan control, donc ça c'est une partie qui est assez bien foutue que j'ai mis moi en manuel et que j'ai personnalisé parce que je trouvais que ça faisait un petit peu trop de bruit au niveau de la ventilation. Donc là, j'ai fait en sorte d'optimiser la courbe pour la mettre, je dirais, la déclencher le plus tard possible aux alentours des 65-68 degrés. Ça commence à être un petit peu plus bruyant. Ça me laisse un petit peu plus de silence sur la plupart des utilisations hors gaming, on va dire. Donc ça, vous pouvez le personnaliser sur les différents fans disponibles. Donc ça, c'est quand même assez complet. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous avez des profils déjà préenregistrés avec silencieux, normal, pleine vitesse. Ensuite, vous avez la partie performance ici. Alors moi, ça, généralement, je le passe directement par le BIOS, mais vous avez la possibilité ici, visiblement, de gérer toute la partie CPU, la partie RAM, si vous voulez un petit peu optimiser les performances de votre config. Alors, c'est assez limité par rapport à d'autres logiciels, mais ça a le mérite d'exister et c'est pris en charge, je dirais, nativement par le logiciel, le fournisseur officiel de la carte mère. C'est quand même un petit peu plus rassurant. À présent, autre logiciel qui va vous être utile, voire indispensable, c'est NZXT Cam. Donc c'est ce qui permet de gérer l'éclairage de votre boîtier NZXT. Donc au départ, quand j'ai monté la config, les RGB étaient éteints. Effectivement, j'avais pas vu spécialement comment faire. Donc après quelques recherches, ça m'a pas pris longtemps, j'ai vu qu'effectivement, il fallait passer par le logiciel. Donc c'est avec ce logiciel que vous allez pouvoir gérer l'éclairage. Alors il est assez bien foutu, il va gérer tous les équipements que vous avez chez NZXT. Donc moi, j'ai que le boîtier. Donc ici, je vais directement sur la partie éclairage. Et donc c'est ici que je vais gérer les deux ventilations qui sont sur le devant. Donc c'est deux en 140, hein, deux gros ventilos quand même. Et donc ici, vous allez pouvoir changer ici le mode. Donc vous avez plein de modes ici disponibles. Vous pouvez ajuster la luminosité, vous pouvez ajuster la vitesse, ajuster la couleur, vous pouvez les ajouter manuellement. C'est hyper complet et bien foutu, mais vous pouvez pas le gérer directement par le logiciel Gigabyte. Donc il va falloir un deuxième logiciel pour gérer le RGB. Donc c'est NZXT Cam. Donc notez-le bien, je vous mettrai de toute façon le lien en description, comme ça vous ne prenez pas la tête. Allez, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet avec les benches.
Allez, c'est parti pour les benches et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Donc, je vous ai fait différents types de bench. Donc, j'ai fait des prises en jeu, j'ai fait également des benches en applicatif et également, j'ai utilisé des logiciels de benchmarking pour voir un petit peu les différences entre les scores. Donc, on va commencer par la partie gaming et ensuite, on fera les autres parties. Donc, on commence par les sessions de jeu. Donc, je vous mets en écran splitté les différents scores qu'il y a entre l'ancienne config et la nouvelle config. Donc, je laisse les jeux défiler comme ça et ensuite, je vous fais un tableau comparatif que je vais commenter cette fois-ci, où je vous dirai un petit peu les différences que j'ai constatées, ce que j'ai ressenti en jeu, ce que j'ai ressenti au niveau applicatif, et voilà, je ferai des séquences comme ça, il y en aura 3, donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Gaz. Vous pouvez appliquer de petites corrections avec le manche afin de rester aligné sur la piste. Pour une trajectoire de descente optimale, manipulez délicatement la manette des gaz. Si vous naviguez trop haut, réduisez les gaz. Si vous êtes trop bas, augmentez-les. Souvenez-vous, ajustez uniquement. Il ne faut pas non plus surcompenser. À présent...
Allez, on va récapituler un peu tous ces chiffres. Donc, je vous ai mis ça à plat sur un graphique pour qu'on y voie un petit peu plus clair. Alors, je vous ai comparé les deux configs, donc mon ancienne config avec l'AMD 9800X et le 9800X3D. Donc, j'ai fait ça sur Call of Duty, Cyberpunk, Diablo 4, Flight Simulator 2024 et Stalker. Donc j'ai mis deux codes couleurs, donc le jaune et le orange, donc qu'on voit ici, c'est pour le 3900X, donc avec respectivement le minimum de FPS et le maximum de FPS. Et pour la partie plutôt verte et vert un peu plus clair, c'est le 9800X3D. Donc on va commencer par Call of Duty Black Ops 6. Donc avec le 3900X, je suis à 80 FPS en minimum, alors que avec le 9800X3D, je suis à 108 minimum, c'est-à-dire que je ne descends pas en dessous de 108 FPS. J'ai 28 FPS de plus, rien que ça. Donc sur la configuration, je suis en 4K, hein, pour rappel, sur tous les jeux et en full qualité. Donc ça, je l'avais pas écrit sur le petit document ici, mais notez-le bien. Donc je suis en full qualité. Donc concernant les FPS maximum, je suis à 118 avec le 3900X et je monte jusqu'à 140 avec le 9800X3D. Là aussi, on a un gain significatif. Hein. On voit tout de suite l'apport du nouveau CPU et de la nouvelle configuration. Donc on passe ensuite à Cyberpunk. Donc là aussi, on a un gain significatif. Donc on descend à 42 FPS avec le 3900X et on monte à 67 FPS avec toujours le 3900X en maximum. Et bien figurez-vous qu'avec le 9800X3D, on descend pas en dessous du maximum de l'ancien processeur, c'est-à-dire 67 FPS. Et ça, c'est quand même vraiment une performance assez intéressante puisque en gros tout de suite on voit le gain ici puisqu'on est au maximum en fait de l'ancien CPU en minimum. Donc là c'est clairement significatif et on atteint 83 FPS. Donc grosso modo on est tout le temps au-dessus des 60 FPS et c'est très très confortable, pas de chute de framerate, donc ça fait vraiment plaisir. Alors là Diablo 4 c'est un jeu que je campe vraiment, que je joue énormément et je peux vous dire que sur Diablo 4 c'est significatif, le jeu est beaucoup plus agréable et j'ai beaucoup moins de chute de framerate lors des gros combats. Donc là avec le 3900X je descendais à 40 FPS en minimum et j'atteins les 87 au niveau de la plage haute. Sur le 9800X3D je descends jamais au-dessous de 60 et j'atteins même jusqu'à 118 FPS. Donc voilà, c'est clairement une dinguerie, donc c'est vraiment très très bien. Alors là aussi sur Flight Simulator, donc c'est certainement un jeu qui a besoin pas mal du processeur, peut-être pour tout ce qui va être
calcul peut-être des bâtiments qui sont un petit peu éloignés, etc. En tout cas, il y a beaucoup, je pense, besoin du CPU ici. Et là, on voit clairement la différence ici. On descend à 12 FPS avec le 3900X. Donc, c'est vraiment que quelques moments. Hein. Sinon, après, on monte un petit peu au-dessous. J'ai noté la valeur minimum que j'ai constatée. Mais effectivement, après, on monte un petit peu plus. Mais globalement, avec l'autre processeur, on est sur 82 en minimum. Donc, on ne descend jamais en dessous de 82. C'est quand même assez impressionnant. Là où on dépasse pas le 67 FPS avec le 3900X. Donc, on est clairement là aussi sur des valeurs très très élevées et j'atteins même avec le 9800X 3D 116 FPS. Donc, c'est vraiment une très très belle performance. Là aussi, sous Stalker, même constat que sur Flight Simulator 2024. Donc, c'est un jeu qui est peut-être moins bien optimisé. Mais pareil, je descends parfois, j'ai des chutes, je sais pas pourquoi, à 14 FPS. Alors, c'est pas souvent, c'est rarement. Après, on reste sur des valeurs acceptables. On arrive à du 50, 60 FPS hein, de moyenne. Mais voilà, on a cette instabilité de framerate. On arrive quand même malgré tout à un score de 97 FPS en maximum avec le 3900X. Concernant le 9800X 3D, on descend jamais en dessous de 80 et on est sur du 120 en framerate maximum. Donc voilà, au niveau des scores, comme vous pouvez le voir, hein, c'est assez parlant. On a clairement gagné beaucoup de FPS, je dirais entre une vingtaine et une quarantaine de FPS selon les jeux. Donc c'est clairement une très très belle performance, je trouve, pour ce genre de processeur. Alors à présent, on va parler de la partie applicative et c'est la bonne surprise, moi qui m'attendais à avoir des scores vraiment similaires. Là, on le voit tout de suite, donc en jaune 3900X, en vert 9800X 3D. Donc là, en gros, j'ai fait sur des usages un petit peu on va dire classique, ça va être extraction de zip, compression et également compression de fichiers 4K, donc en AV1, donc ça je l'ai fait directement avec Handbrake, donc ça donne à peu près les utilisations, donc ça c'est des utilisations que moi j'ai régulières, donc je vous ai fait ces benches, mais aussi ça me permet de moi voir quel gain j'ai en applicatif. Alors là ici, les plus petits scores sont les meilleurs, puisque là c'est en temps. Donc sur de l'extraction de zip, par exemple sur un dossier de Cinebench qu'on télécharge directement depuis le site, une extraction avec le 3900X, c'est 10 minutes à peu près, 10 minutes et 20 secondes, alors que avec le 9800X 3D, c'est 6 minutes 8 secondes. Donc là, on gagne clairement 4 minutes. Donc on fait vraiment un gain de temps non négligeable ici. Je dirais pas que c'est le double, mais on n'en est pas loin. Là ici, même topo sur la compression, 1 minute pour comprimer ce dossier, en gros 1 minute et 2 secondes, alors qu'on met 43 secondes avec le 9800X 3D. Et là, la très très bonne surprise également, c'est sur de la compression AV1. Je suis à 7 minutes 20, donc là j'ai utilisé exclusivement le CPU, hein, je ne suis pas passé par la carte graphique. Donc 7 minutes 20 avec le 3900X et je suis à 2 minutes 18 avec le 9800X 3D. Clairement, je vais gagner énormément de temps lorsque je recompresse mes vidéos pour les archiver par exemple. Ça, je le fais régulièrement et ça va me faire gagner un temps précieux parce que parfois j'ai des vidéos qui font plusieurs dizaines, plusieurs vingtaines de gigas et là, je vais gagner peut-être 10, 20, 30 minutes et ça, c'est vraiment très très cool. Et pour confirmer ces scores en jeu et en applicatif, rien de mieux qu'un bon vieux benchmark pour comparer un petit peu les chiffres. Alors j'ai pris les principaux logiciels de benchmarking. Alors je vous ai mis pour certains, je les ai doublés parce que j'ai séparé les single core et les multicore parce que c'est intéressant de voir les scores avec un seul cœur et les scores avec tous les cœurs d'activer, sachant que le 3900X a plus de cœurs. Donc juste ici, petite mention pour Cinebench, le graphique est un petit peu petit parce que les valeurs sont un petit peu plus petites, mais j'ai préféré les mettre ensemble, mais les écarts sont quand même significatifs là aussi. Alors on va commencer par Geekbench en single core. Donc là ici, en jaune 3900X, en vert toujours le 9800X 3D. Donc on passe de 1669 pour le 3900X à 3305, donc on est quasiment sur le double de score, donc c'est déjà une très belle performance. Mais lorsqu'on est en multicœur, là ça s'envole réellement, on passe de 8769 à 18456, là c'est clairement une gifle qui lui met au 3900X. Pourtant, c'est un test multicœur et le 3900X a plus de cœurs. Donc pour les instructions qu'utilise Geekbench, visiblement il est vraiment taillé le 9800X 3D pour claquer un score de folie. Même topo sur PCMark, on passe de 6492 à 9726, donc là aussi, très beau score. Sur Cinebench, on suit la même tendance, on passe de 74 à 131, donc quasiment le double, et également donc sur Cinebench en multicore,
on passe de 911 à 1323. Donc là, c'est un petit peu moins significatif, mais on a quand même une très belle performance supplémentaire, c'est flagrant. Et pour terminer, seul intrus au tableau, c'est 3D Mark. Alors je pense que ce test travaille exclusivement avec la carte graphique, ce qui fait qu'on a des écarts très très proches entre le 3900X et le 9800X 3D, puisqu'on passe de 6520 à 6682, donc c'est relativement à peu près les mêmes scores, donc forcément j'ai la même carte graphique et je pense que ce benchmark est très peu dépendant de la performance du CPU, ce qui fait que le score est quasiment identique. Pour ceux qui veulent savoir ce que ça donne en termes de consommation et de température, là aussi je vous ai fait un petit graphique, alors j'ai pas fait de comparatif parce que je n'ai plus mon ancien processeur, mais en gros ce que ça donne au niveau consommation, donc au repos on est sur du 43 watts, donc ça reste relativement correct. En charge on monte quand même jusqu'à 136 watts, mais le TDP est de 125 watts au niveau du processeur, donc c'est à peu près normal. Alors concernant la température, à l'image de la consommation, lorsqu'on est en charge, on atteint quand même 80 degrés, mais c'est normal, il y a quand même pas mal de courant qui passe. Malgré tout, le refroidissement fait son effet, et quand il commence à souffler, il arrive vraiment à contenir la température aux alentours des 80 degrés, mais vraiment quand le processeur est très très sollicité, sinon on est plutôt aux alentours, je dirais, des 75 degrés sur une utilisation à peu près intensive sans être à 100%, et après au repos on redescend aux alentours des 49 degrés, donc là ça reste quand même assez correct pour une température au repos. Allez, à présent il est temps de faire le point sur ces chiffres et cette nouvelle config. Après cette belle session de bench, il est temps de vous donner un petit peu mon avis sur cette nouvelle configuration et sur ce nouveau processeur AMD 9800X3D. Alors, est-ce que ce processeur est un bon processeur pour jouer ou en applicatif? Je pense que les bench parlent d'eux-mêmes. La réponse, elle est clairement oui, et je vais aller dans le même sens que les autres tests que j'ai vus un petit peu sur Internet. C'est un très bon processeur pour jouer, mais pas tout. Il fait également des merveilles en applicatif. Si vous avez bien suivi les bench, il surclasse mon AMD 3900X qui pourtant a plus de cœurs puisqu'il a 12 cœurs, alors que le 9800X 3D il en a 8, et malgré tout j'arrive à gagner parfois le double de performance en applicatif. Même sur les scores Geekbench ou autres, on éclate le score, et ça je m'y attendais vraiment pas. À la base, j'étais plutôt parti sur une config, on va dire, orientée gaming, et j'espérais pas avoir de gain en applicatif. Là, j'ai fait, je dirais, double combo, puisque là, j'arrive vraiment à des résultats intéressants aussi en applicatif, et je vais vraiment gagner. Alors, bien sûr, il n'y a pas seulement le côté processeur qui joue sur l'amélioration en applicatif, puisque là, je suis passé à de la DDR5, donc à une architecture un petit peu plus récente. Le 3900X, lui, tournait encore avec de la DDR4, donc c'est vraiment la synergie de tout ça qui fait que j'arrive aussi à gagner en score, mais malgré tout, ce processeur, il fait quand même des merveilles, et sur la plupart des jeux, sur quasiment tous les jeux que j'ai joués, j'ai un gain significatif au niveau des FPS. Et je dirais que le truc vraiment, comme je vous l'ai dit, en bench qui est significatif, c'est que j'ai beaucoup moins de baisse de framerate. Il y a par moment, avec le 3900X, j'avais des chutes en plein milieu du jeu, il y avait donc cette sensation de lag. Là, il n'y a jamais de sensation vraiment de lag. Donc de ce côté-là, je suis vraiment très content. Et donc voilà déjà ce que je pense au niveau du CPU. Alors concernant la configuration, donc toutes les pièces un petit peu que j'ai pris. Alors honnêtement, le boîtier, comme je vous l'ai dit, au départ j'étais un petit peu sceptique parce que je le trouvais un petit peu cheap, mais au montage, après avoir effectué toutes les manipulations, finalement, franchement, il est vraiment très bien ce boîtier. Il est bien pensé, il est bien conçu. On va dire globalement, il est quand même d'assez bonne qualité et il est très joli. Au niveau de l'aération, je pense qu'on peut mieux faire. Il y a le modèle Flow qui laisse passer un petit peu plus d'air à l'avant, mais je voulais pas forcément avoir de la poussière devant et je préférais avoir un truc plutôt en verre trempé. Mais malgré tout, je pense que le flux d'air est suffisamment bien brassé. Donc de ce côté-là, je suis assez content. Au niveau du refroidissement, là aussi c'est plutôt du bon. Le seul truc que je reprocherais au refroidissement, c'est que au niveau du bloc ici où on vient mettre la ventilation active, je pensais que les pales tournaient. Au niveau du petit bloc, en fait, il y a des pales qui sont dessous et le ventilo en fait est caché, et ce truc en fait il est un petit peu fixe. C'est dommage, j'aurais aimé avoir les pales qui soient comme ça tournantes au niveau de ce qu'on voit visuellement sur la photo. Je vous la montre, vous allez vite comprendre. Mais sinon globalement il refroidit très bien, donc en gros je dépasse pas les à peu près 72 degrés, et ça c'est quand même un très bon résultat au niveau du refroidissement. Sinon on va dire quand je suis pas en charge, je suis aux alentours d'une quarantaine de degrés, donc assez qualité je trouve en termes de refroidissement. La finition aussi, rien à dire, elle est plutôt bien. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est que je le trouve un petit peu bruyant par rapport
à mon précédent qui était un 360 en modèle deuxième génération. Donc je sais pas s'il y a plus de bruit au niveau de cette génération-là, je sais pas si c'est le boîtier qui fait que c'est un petit peu plus bruyant, mais voilà, il est un petit peu plus bruyant. Malgré tout, étant donné qu'il est efficace en refroidissement, j'ai pu manuellement, via les logiciels, mettre une courbe de ventilation qui m'allait bien et je commence vraiment à déclencher de la ventilation aux alentours des 65, presque 70 degrés. Comme ça, au moins, sur la plupart des utilisations, je reste sur quelque chose de quand même assez silencieux. Alors ensuite, concernant la rame Corsair, rien à dire, hein, vous l'avez vu, côté visuel, ça se marie parfaitement avec le côté RGB des différents équipements que j'ai pris avec le boîtier, donc vraiment rien à dire. Généralement avec Corsair, de toute façon, au niveau RAM, c'est de la valeur sûre, vous pouvez y aller les yeux fermés. Même topo pour l'alimentation, elle est silencieuse, elle est full modulaire, elle est vraiment pratique à utiliser. Tout était fourni à l'intérieur, notamment le câble PCI Express 5.0, donc pour pouvoir brancher la RTX facilement, donc la RTX 4080. Donc rien à dire de ce côté-là. Alors pour terminer, je vais vous parler de la carte mère et j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce point-là. Alors il faut dire que sur une config, c'est un des points quand même les plus importants et je pense qu'il y a des choses quand même à savoir. Alors concernant le modèle que j'ai choisi, donc j'avais fait une vidéo dédiée sur ça, donc j'ai pris un modèle Aorus en chipset X870E, donc c'est le chipset le plus haut de gamme, on va dire, sur cette génération de CPU. Malgré tout, cette carte mère, donc je l'ai payée aux alentours des 320-330 euros et on l'a même trouvé au moment du Black Friday aux alentours des 305-307 euros. Donc c'est vraiment un prix, je dirais, défiant toute concurrence. Les autres marques, ça tape beaucoup plus cher, sur du 400-500 euros. Mais malgré tout, malgré qu'on soit sur le chipset un petit peu haut de gamme, cette carte mère, elle fait un petit peu, je dirais, un petit peu plus milieu de gamme. Donc si vous cherchez vraiment du très haut de gamme, il vaudra mieux mettre le prix et peut-être prendre une autre marque. Malgré tout, tout fonctionne bien. J'ai pu sans problème donc configurer ma RAM avec le profil XMP. Elle prend bien en charge le 6400, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Par contre, j'ai eu des difficultés lorsque j'ai monté la config et que je l'ai allumé pour la première fois. Donc ça, je tenais quand même à vous donner quelques indications là-dessus. Donc si vous prenez ce modèle de carte mère, il semblerait que sur, je sais pas, la première utilisation, il faille attendre quand même un petit peu. Je pense qu'il teste la RAM au départ, parce qu'au départ, j'avais un écran noir, tout simplement, ça ne bootait pas. Malgré tout, tout était bien branché. J'ai quand même fait le tour au niveau des fans. Je me suis vu que j'avais quand même des fans qui étaient un petit peu inversés. Donc ça aussi... Donc conseil, quand vous montez votre refroidissement, il y a un fan qui est prévu pour la pompe, un fan qui est prévu donc pour le CPU et un autre fan qui est prévu pour donc la ventilation. Donc ça, pensez bien à respecter ça, sinon ça peut effectivement poser des problèmes au niveau du boot. Essayez également de switcher les RAM de slot. Des fois, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes à ce niveau-là. Alors moi, j'ai procédé à ces différentes manipulations et après, bon, un certain temps, ça a commencé à booter. Alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais là, ça démarre sans problème. Il n'y a pas eu de souci particulier depuis. Donc c'était quand même des petits points que je voulais vous mentionner à propos de la carte mère. Donc sinon, au niveau de tout ce qui va être refroidissement au niveau des NVMe, pas de souci. Au niveau des montages du PCI Express, des cartes que j'ai eu à mettre, pas de souci non plus. Au niveau de la multitude de ports, ça fonctionne nickel, tout est détecté. Donc je vous ai fait une petite présentation au niveau des softwares, on va dire, pour la carte mère. Donc là aussi, pas de souci. Il y a, tout est pris en charge facilement. Vous pouvez contrôler les fans, contrôler le RGB. Donc ça fonctionne d'une manière générale assez bien. Donc comme je vous le disais, si vous cherchez ce chipset-là, vous pouvez y aller. Cette carte mère fonctionne bien et prend en charge ce CPU. Mais si vous cherchez un petit peu l'excellence, peut-être orientez-vous sur Asus ou sur MSI, qui là, je pense, sera un petit peu au-dessus du panier. Voilà, donc je pense avoir fait le tour au niveau de la config. Donc si jamais une des pièces, un des éléments vous intéresse, de toute façon, je vous mets le lien de toute la config en description. Donc comme ça, vous pourrez directement aller voir. N'oubliez pas de contrôler les prix. Des fois, il y a des baisses de prix. Donc c'est intéressant de surveiller un petit peu, parfois sur quelques semaines, voir si jamais il n'y a pas des bonnes surprises. Chez Amazon, c'est souvent le cas et parfois, j'arrive à payer des produits 10, 20, voire 30% moins cher. Donc vraiment, soyez patient, essayez de trouver la meilleure offre pour avoir la config au meilleur prix. En tout cas, je peux vous dire que je suis très content de ma nouvelle config. Je vais pouvoir vous proposer des contenus un petit peu plus qualitatifs au niveau des prises de vue de gaming. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc écoutez, ça m'a fait vraiment plaisir de vous partager cette vidéo. Alors je sais qu'elle sera un petit peu longue, donc vous pourrez la regarder en plusieurs fois. Vous pourrez peut-être utiliser les chapitres. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un max de likes pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon travail. J'ai encore plein de vidéos en préparation, plein de produits à tester, plein de distributions Linux à vous présenter, plein de logiciels aussi à vous présenter et aussi plein de tutoriels à vous montrer. Donc si jamais ce genre de contenu ça vous intéresse, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Sur ce, j'ai encore beaucoup de boulot pour cette vidéo, donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao les geeks.